Bah, qu'est-ce qui vous intéresse dans le jeu de rôle? Allez, Damien, Marie, je vous laisse commencer. Ok. On a une troisième personne, hein. Euh, non, ouais, du coup, comme on disait la semaine dernière, moi j'ai rencontré Nico au lycée, pas au lycée, au collège. On a commencé à faire du jeu de rôle. Enfin, j'ai commencé à faire du jeu de rôle avec lui. Lui, il en faisait déjà avec d'autres gens qui sont devenus des grands copains et qui nous aident sur le projet aussi. Et puis, avec Marie et Nico, ça fait une dizaine d'années. Et sur ce projet spécifique, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble. C'est né d'un confinement qu'on a passé ensemble, ici, là où on est en ce moment, chez Marie et Nico. Et qui a démarré comme une grande campagne de jeux de rôle de 5 jours. Aujourd'hui, c'est une semaine. Une grande campagne qui commence pour cette année 2023 ce soir. Et toi, Marie? Oui, du coup, pas grand-chose à ajouter. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle assez récemment, il y a une dizaine d'années en fait. J'ai essentiellement joué à l'Appel de Cthulhu. Du coup, en créa, ça fait 4 ans et demi quoi, que moi, personnellement, je me suis mise à écrire des scénarios, parce qu'avant, j'étais joueuse uniquement. Et du coup, contente de m'être lancée dans un truc qui, à la base, était confidentiel, parce que c'était une grande campagne pour nos copains. Et puis, ça s'est étoffé d'année en année. Et maintenant, ça prend une forme tentaculaire. Super, merci à vous. Alors, je réponds à la question dans le chat qui dit vous écoutez quoi dans les écouteurs? J'imagine qu'en fait, que c'est nous-mêmes que vous écoutez, puisque quelqu'un se pose la question. Et remarque, super question de présentation, hein. Vous écoutez quoi dans vos écouteurs, hein? Super. Alors, on a Nicolas et Stéphane aussi qui vont se présenter et apparemment qui sont dans un obscur endroit. Oui, alors on est dans un obscur endroit, effectivement, Stéphane et moi-même, en fait, on est à 20 mètres de Damien et Marie. Mais bon, pour des problèmes techniques, de retour son, etc., on s'est pas tous mis ensemble. En fait, on est dans la salle de jeu. Il y a pas mal de gens dans la rue en fait qui ne sont pas là. En fait, on va commencer notre grande campagne estivale. Tous les étés, en fait, on revoue la campagne par laquelle tout a commencé. Et au début, on jouait dans un grenier tout normal, et maintenant, on est dans un espace qui est préparé par notre petite communauté. Donc voilà, là comme ça, vous voyez où on est. Voilà, que dire de plus? Moi, j'ai commencé le jeu de rôle aussi il y a très longtemps. Stéphane a rejoint l'aventure il y a quelques années aussi. Et puis, tu veux peut-être dire quelques mots sur toi, ta pratique? Je te laisse. Bah oui, effectivement, moi ça fait un bon petit moment que j'avais commencé le jeu de rôle, hein. J'ai commencé en 87 et avec du Warhammer à l'époque. Donc j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, beaucoup des anciens jeux de rôle, et puis je me suis arrêté parce que la vie. Et puis au fur et à mesure du temps, je suis revenu, et je suis revenu parce que la ruche, la ruche m'a attrapé. Et puis j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc je suis resté dans la ruche. Voilà, et puis du coup, chacun apporte ses différentes compétences, hein. Il y a pas mal de monde qui vont apporter différentes compétences sur certains types, que ce soit de la déco, de la technique, que ce soit des idées, du scénario, de la mise en page, de la sorte brute également, etc. Euh, voilà, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Super, merci à vous. Voilà. Alors, on a eu quelques remarques sur la salle dans laquelle vous êtes. Si jamais tu peux la remontrer vite fait à l'écran pour, voilà, pour que les gens puissent un petit peu admirer. Si tu peux nous la présenter vite fait aussi en 2 mots. Ouais, bien sûr. Alors en fait, c'est à la base un garage. Ici, là, de ce côté-ci, on a la carte parce que on a un côté wargame dans notre grande campagne. Donc, on a des petits pions qu'on va poser pour représenter des militants politiques, par exemple.
Ici, c'est le derrière de l'écran du maître du jeu. Donc nous, en fait, quand on masterise, on est là, mais la vue n'est pas forcément palpitante. Et ici, on installe nos paires joueurs. Puis après, il y a toute la lumière qui a été amoureusement installée par Stéphane et Gwendoline au fur et à mesure, d'année en année. Voilà l'essentiel. Je crois que vous avez rien oublié sur la présentation de la salle. En fait, tout est né de la première expérience de jeu où la première année, on s'est dit quand même, quand on commence à, comment dirais-je, quand on commence à raconter des choses, on aimerait bien qu'effectivement il y ait de l'ambiance qui aille avec. Je me suis dit, bah, on peut vous apporter la partie lumière, la partie son. Et donc, bah, au fur et à mesure du temps, on a construit un petit peu ça. Donc, par exemple, on a des poursuites sur les joueurs qui vont pouvoir être pilotés indépendamment. On a des rubans LED qui vont apporter une ambiance sur une scène ou une autre. On a bien évidemment du son. On a, on a du gros son, histoire de faire peur. Euh, voilà. On a effectivement apporté pas mal de choses pour que on va dire le narratif soit supporté par la technique. Super. On voit bien Nicolas se promener. Bah, merci à vous. Alors, et toi, Arthur, c'est quoi un petit peu ta présentation? Bah alors, du coup, on se sent un peu en laisse quand on n'a pas une salle entière, hein, mais il y a pas de souci, on va très bien. Voilà, je vous êtes actuellement dans ma chambre, bienvenue. Plus sérieusement, plus sérieusement, du coup, je suis Arthur, je suis auteur, co-auteur de 27C, qui est un jeu de rôle d'horreur contemporaine, dans lequel les joueurs incarnent des ombres qui vont accompagner le personnage éponyme au travers de différents mystères, dans un jeu très très coopératif et narratif. Dans la vie civile, je suis doctorant en droit et prof de droit. Voilà, c'est mon ma vraie activité pour essayer de gagner de l'argent. Voilà. Bah, super, merci à toi. Et Adrien, qui est ton comparse. Eh oui, ça fait quelques années maintenant. Et bah bonjour à tous, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Et pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, du coup, je suis Adrien, je suis le directeur artistique / graphiste sur 27C. Je suis aidé d'une illustratrice Chloé. Et voilà, c'est tout pour moi. Je suis ça, actuellement. Et j'ai un vrai travail, mais je ne compte pas le divulguer. Super, merci à toi. Alors, aujourd'hui, on est plus là pour parler du côté vente et production des jeux de rôle. Donc là, on a deux groupes de créateurs de jeux de rôle qui ont pu justement un petit peu connaître et vivre ce côté-là. Donc on va commencer par parler plus du côté financement participatif, puisqu'aujourd'hui, quand on crée son jeu de rôle, il y a énormément de personnes qui vont passer par donc le financement participatif, le fait d'être sur des plateformes KissKissBankBank, Ulule, etc. Donc déjà, moi, la première question que je vais vous poser pour vous, c'est quelle plateforme vous avez utilisé, peut-être pourquoi aussi cette plateforme plus qu'une autre, et ensuite, quelles ont été la démarche, les étapes que vous avez fait justement pour que votre financement puisse réussir sur les plateformes. Alors, est-ce qu'il y a un des groupes qui veut se lancer? Ouais, bah on peut en parler vite fait avec Arthur, hein, s'il faut. Nous, le financement, ça s'est fait principalement par... bah, nous, c'est que du financement participatif. C'est vraiment que ça. Pour une raison toute bête, c'est qu'on n'a pas de ressources personnelles à mettre dedans. Que ce soit pour la com, pour l'impression, enfin... Il y a plein de choses. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui savent exactement combien ça coûte de faire un livre, au final. Pour ceux qui savent pas, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde de faire un livre, on dirait pas comme ça, c'est un livre. Vous l'achetez pas cher, ou des fois, il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher, un livre. C'est, franchement, fabriquer un livre, c'est assez rush. Et nous, on a opté par le financement participatif parce que il y avait littéralement que ça pour pouvoir créer le jeu, en fait. On n'allait pas pouvoir
Je te dis une bêtise, on n'allait pas pouvoir injecter des fonds pour imprimer une série de livres d'abord, puis aller essayer de les vendre. Impossible. Et on a opté pour un autre truc, enfin Arthur a opté pour un autre truc, c'est que plutôt que de partir directement pour faire le gros livre, le gros scénario, tout, on a fait d'abord un kit découverte pour préparer les gens et on a fait un financement participatif pour ce truc-là, pour que les gens qui veulent découvrir, ou en tout cas nous soutenir, commencent déjà par nous soutenir par un billet moins élevé que un énorme truc à, je sais pas combien, on avait pricé combien, on avait dit combien Arthur? Le vrai, il Le fait vrai combien de bouquin, pages on n'a pas de prix arrêté, mais en fait, là, au prix de coût que ça pose, enfin, en fait, un bouquin de 200-300 pages en couleur, on peut pas matériellement le vendre à moins d'une trentaine d'euros. C'est pas ça. possible. Matériellement, on peut pas sans être à perte. Et donc c'est vrai que on peut pas arriver comme ça et dire coucou, vous nous connaissez pas, donnez-nous 30 euros, promis ce sera bien. Bah non, en fait, enfin, moi en tant que moi, je donnerais pas 30 euros à quelqu'un que je connais pas et qui va faire des trucs. Enfin, ouais, je sais pas qui t'es, je sais pas si tu vas pas m'escroquer, je sais pas. Donc on a opté pour le kit découverte qui a très bien marché. On est rentré, on a fait 400%, un truc comme On ça. n'avait pas demandé grand-chose à la base parce que du coup, ça nous a permis de viser du magazine. Pour répondre à la question concrète, nous, notre plan, ça a été de choisir Ulule comme plateforme. On a choisi Ulule plus à défaut de choisir Kickstarter. Parce que les projets lancés sur Kickstarter, quand on a fait notre propre petit benchmark, sur Kickstarter, on avait beaucoup vu de projets tech, projets sciences humaines, tandis que Ulule avait déjà quelques jeux de plateau, quelques bouquins. On avait hésité avec Game on Tabletop aussi. Il me semble qu'il y avait qui proposaient aussi des systèmes de financement participatif, si je dis pas de conneries. Toutefois, on se retrouvait sur cette plateforme-là en concurrence avec des gros jeux, pour le coup, des grosses sorties. Et c'était pas trop notre intérêt. En fait, le choix qu'on a fait, nous, c'est plutôt de se glisser parmi les prods artistiques. Voilà, c'était ça notre jeu, notre idée. Voilà. Alors là, tu parlais de Ulule. Est-ce que à tout hasard, il y aurait moyen que tu nous partages la page Mais bien Ulule sûr. peut-être que vous aviez fait? Bien sûr. Hop, je vous partage ça immédiatement. On va pouvoir assister. Donc j'imagine que toi, Adrien, comme c'est toi le DA, c'est toi qui t'étais occupé de toute la partie graphique peut-être de ce qui allait apparaître sur le Ulule. Oui, bah toute la page Ulule, c'est WAM. C'est moi qui fait les illustrations, etc. En gros, c'est vraiment entre nous, c'est Arthur fait les textes et écrit les choses, et moi je fais les dessins. Voilà, je fais les illustrations, je fais le côté visuel. Et ouais, c'est moi qui m'en suis occupé, toujours en essayant de rester dans notre univers, forcément. Voilà. C'est Le Ulule est fermé là, il n'y a pas de. Oui, parce que c'est le Ulule du coup du kit découverte. C'est pas le Ulule du vrai 27C qui arrivera d'ici fin 2024, on espère. En espérant qu'on se tape ni une pandémie, ni une crise économique, des choses comme ça. Voilà. Mais on est optimiste. Ça, ce sont les illustrations d'une de nos illustratrices, Juliette Ah bah, Pasquero. shout out tout Pasquero, qui nous avait bien aidé sur ce coup-là. Nos paliers de financement, la musique de 27C qu'on vous a un petit peu présenté la dernière fois, là c'est le thème du jeu. La présentation de pitch, une présentation de notre équipe. Et voilà. L'ouverture de la page, on a fait le pari avec les copains de l'ouvrir avec un teaser vidéo, qui est du coup toujours accessible sur le Ulule, mais vous pouvez aussi retrouver sur le YouTube, où concrètement vous voulez pouvoir intégrer dans le Kickstarter, parce que ça nous plaisait, parce qu'on veut s'intégrer dans les projets artistiques, donc c'était ça notre pari. Voilà. Alors j'ai une question dans le chat et j'ai une question moi-même. Je vais d'abord poser la mienne avant de prendre celle du chat. Pour le Ulule, est-ce que vous vous étiez inspiré d'autres projets que vous aviez vus ou Oui. Comment est-ce que vous avez construit justement ce que vous alliez présenter? Vous vous êtes inspiré d'autres choses? Vous avez fait appel à des pros pour vous aider? Vous l'avez fait comme ça un peu en mode YOLO? Comment est-ce que vous avez structuré la présentation? En mode YOLO, non, parce qu'en fait, on fait appel à un professionnel du graphisme, c'est Adrien. Voilà.
Ça, c'est notre chance, c'est d'avoir un professionnel en fait. Il fait partie de l'équipe, donc là-dessus, ça s'est pas très bien passé. Par contre, est-ce qu'on a regardé ailleurs? Oui. Oui, évidemment. On a regardé tous les projets qui avaient été financés correctement à notre échelle de financement. Ça sert à rien de regarder les projets financés à 200 000 €, c'était pas notre objectif. Là, vous avez pu l'apercevoir sur la page. Nous, on a récolté à peu près 1 500 €. Pour imprimer notre petit livret, il nous en fallait 300. Voilà. Pour juste imprimer matériellement le petit bouquin qui faisait à l'origine il faisait 27 pages parce qu'on a beaucoup d'humour. Ouais. Et C'est du après que coup, ça s'est avec gâté. ça, voilà. Le problème, c'est qu'on a eu ensuite, on s'est un peu emballé. Comment dire? On a pété un câble. On Adrien va a craquer. été très gentil en disant que le kit découverte, c'était pour préparer notre futur public, etc. La réalité, c'est que c'était pour nous préparer nous. C'est essuyer les plâtres. Et les plâtres qu'on a essuyés, c'est qu'on a voulu beaucoup faire avec très peu d'argent. Voilà. Alors, on avait une question dans le chat, peut-être plus pour Adrien. Donc, par rapport au visuel, est-ce que vous aviez protégé vos visuels ou pas du tout? Adrien, tu es mute. Adrien, ton micro est coupé. Ton micro est coupé, ouais. Excusez-moi. C'est bon. Pardon, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, qui s'est balancé en même temps, tout va bien. Je reprends. Donc, pour le côté protéger les images et le droit d'auteur, non, parce que en fait, on s'est jamais posé la question. Arthur, comme il disait, on vise les trucs à notre échelle. Bon, bah alors là, je t'interromps. Excusez-moi, je l'interromps. Il dit n'importe quoi. Mais c'est parce que c'est moi qui m'en suis occupé, donc il n'est pas au courant. Aussi, ouais. si on dit pas tout. Ouais, non. Si, les visuels sont protégés. En fait, ils sont déposés sur une plateforme en ligne qui s'appelle iDépôt. Voilà. Ok. Donc, c'est une protection minimale, c'est-à-dire que c'est une marque d'authenticité et d'ancienneté, surtout, si quelqu'un veut le réutiliser. Mais ça, c'est aussi l'avantage de ma vie civile, où en fait, je suis du coup doctorant. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est le chef? Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est lui le chef? C'était la première question, c'est comment est-ce qu'on protège notre taf, parce que on nous a raconté plein d'histoires d'horreur au début, en nous disant ouais, les gens ils vont chercher à vous voler votre travail, etc. Merci beaucoup dans le chat pour le lien iDépôt. Ça coûte pas cher du tout, hein. C'est une quinzaine d'euros, un truc comme ça, pour protéger pendant 3-5 ans, je crois, l'œuvre. Faudra que je pense à la renouveler l'an prochain d'ailleurs, il me semble. Ça coûte vraiment que dalle pour protéger votre travail, ça vaut le coup. C'est même plus intéressant que de faire la fameuse méthode qui est presque une légende urbaine maintenant, de vous envoyer par courrier recommandé vos productions. Ceci ne sert pas à grand chose, à moins que vous gardiez un courrier cacheté dans une armoire. A priori, je préfère faire confiance à une plateforme en ligne avec marque d'authenticité. C'est à peu près correct et ça coûte moins cher que de passer par les plateformes de l'État. Voilà. Super. Donc, si, on a protégé. Donc, on a protégé pas tous les visuels, pas toutes les illustrations, mais tout le texte de base. Il y a le wallpaper qui est protégé et la musique qui est protégée. Voilà. Donc, on peut protéger pas mal de choses. Vous pouvez déposer sur cette plateforme en fait un certain poids de fichiers. Vous n'êtes pas obligé de déposer des versions finies de ce fichier. Parce qu'en fait, le jour J, quand il y a quelqu'un qui cherche à utiliser votre travail, vous avez qu'à montrer votre croquis préparatoire qui date de 2 ans avant lui, en lui disant c'est mon dessin en fait. Voilà. Après, je sais pas si Tindalos, vous avez fait le même truc du coup, de protection ou pas. Question sur la protection des données, Tindalos. Ouais, alors là, je pense que c'est Paul qui serait le plus à même d'en parler. Peut-être Stéphane, nous on a déposé la marque là il y a pas longtemps. Ouais. Donc voilà, après peut-être laisser Stéphane en parler. Ouais, Stéphane, peut-être que tu veux parler de ça. L'expliquer quoi. L'expliquer, ouais. N'oubliez pas de rallumer le micro, hein. Oui. Oui, effectivement, sur la partie protection, nous, on a également décidé de déposer la marque. Donc là, pour le coup, il faut passer par l'INPI, tout simplement, où il y a un dépôt de logo, il y a un dépôt de marque, il y a l'ensemble de ce qu'on va faire avec la marque. Alors, c'est effectivement un petit peu fastidieux, ça peut paraître un petit peu cher. Le renouvellement de la marque également, si on a oublié une catégorie, ça coûte un petit peu cher. Donc après, ça oblige à penser un petit peu à l'avenir, à savoir est-ce qu'il y aura qu'une seule marque, est-ce qu'il va y en avoir plusieurs avec
Je pense notamment à la partie produits dérivés, etc. Donc, c'est des petites logiques un petit peu chiantes à avoir en tête. Ça, c'est la première chose. Euh, Là, pour la partie contenu en lui-même, on a moins de dépôts parce que bah il y a déjà toute une partie qui est sur le site en fait, qui est pour l'instant accessible. Mais après, quand on va avoir des contenus exclusifs, effectivement, ceux-là, ils vont être protégés différemment. Après, matériellement, on raconte beaucoup d'histoires d'horreur hein, sur les questions de droit d'auteur. C'est des histoires d'horreur. Hein. On n'a jamais eu de problème là en 3 ans d'existence de 27C d'une utilisation de notre jeu où il y aurait eu un doute de quoi que ce soit. En fait, il faut aussi se remettre à l'échelle de c'est quoi qu'on produit, c'est quoi notre public. Matériellement, 27C, on a moins de 500 personnes sur notre Insta. On craint rien. Voilà, sincèrement, on a un travail qui est hyper spécifique. On protège par principe parce que ça se fait. Matériellement, c'est une communauté qui est quand même assez bienveillante sur ces aspects-là. Il y a eu un. Voilà. Une fourchette de prix. INPI, je sais pas. Stéphane, t'avais une idée INPI sur les prix? Je sais plus combien c'est pour découvrir. Ça dépend combien tu déposes de classes. En réalité, c'est 150 de dossiers en gros et 40 par classe. Ok. Donc une classe, c'est en gros un ensemble de produits que tu peux vendre avec ta marque. Donc par exemple, si tu veux vendre du livre avec marque, t'es sur du 190. Mais si tu veux, par exemple, vendre, je sais pas moi, une selle d'équitation, tu vois, c'est pas la même classe que ton livre. Même si t'as le logo comme ça dessus. ouais, alors le logo, ouais, alors c'est ça. C'est encore autre chose. En fait, c'est-à-dire que si tu veux le vendre avec marque, il faudrait que tu aies une autre marque, si j'ai bien compris. Il faudrait que tu aies une autre marque en fait qui vende la selle. Après, la marque peut dire, la marque de vente de selle, tu vois, je sais pas moi, pourrait dire, on demande à Tindalos, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette votre logo? Ok, pas de problème. Ok. Ou non, on n'est pas d'accord. Mais il faut qu'il y ait une marque qui supporte la vente, quoi. Ça marche. Ouais, donc c'est quand même un budget à 200, 250 euros. Et le renouvellement? C'est sur une durée de combien d'années, Stéphane? 10 ans, je crois. C'est 10 ans. Bon, ça laisse le temps de voir venir, ouais. Sur eDepot, vous avez des forfaits à 15 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, selon les tailles de ce que vous déposez. Mais c'est pas les mêmes protections qu'à l'INPI, quoi. En fait, c'est pas des trucs qui vous déposent des marques, qui vous déposent des logos, ça vous fait une preuve d'ancienneté. Super. Alors, Tindalos, vu que vous aviez la parole, au niveau du financement, comment ça s'est passé pour vous le financement? J'ai cru comprendre que c'était un peu différent que 27C. Ouais, alors on peut peut-être commencer, prendre la parole là-dessus. Pas forcément que c'est différent, c'est qu'on n'en est pas au même stade. Ouais, alors parle plus fort. Pardon. En fait, c'est pas tellement que c'est différent, c'est qu'on n'en est pas à ce stade-là, nous. En fait, là, pour l'instant, là, notre objectif, étant donné que ça fait seulement 2 mois qu'on s'est rendu public, notre objectif, c'est déjà d'élargir notre communauté de joueurs, éventuellement de MJ aussi. Parce que là, nous, ça faisait 3 ans qu'en fait, on tournait de manière assez confidentielle. On avait commencé par créer une grosse campagne. On l'a fait jouer 2 ans de suite, toute une semaine, quoi, à des copains, à des copains de copains. Et seulement sur la 3e année, on s'est lancé dans la création d'un système de jeu pour répondre à des attentes spécifiques dont on a parlé, dont Damien et Nico ont parlé la semaine dernière. Et en fait, du coup, là, seulement depuis cette année, on s'est lancé dans la publicisation à une échelle un peu plus grande que nos copains. Donc, c'est la première fois qu'on a fait des conventions. On est allé à Paris Ludique, on est allé à la Japan Expo. Et pour l'instant, l'objectif, voilà, c'est faire grossir un peu, faire grossir la communauté de joueurs via le Discord, faire connaître le site. Et puis là, on n'en est pas encore au stade où on demande des sous. On en est au stade où on fait découvrir le plus de contenu possible gratuitement via le site.
Alors, cela dit quand même, hein, parce que Arthur et Adrien disaient que bah, voilà, ils n'avaient pas les fonds pour investir là-dedans. Nous, il faut voir ça, c'est qu'on a quand même englouti quand même beaucoup d'argent Alors par contre, c'est ça, c'est que au cours des ans, parce que on a acheté de l'équipement, des projecteurs, des rubans LED. On a, enfin voilà, on a les coûts l'impression des indices tous les ans quand même. Voilà. Il y a une centaine de... Ouais, les coûts d'hébergement des sites. Bon, et puis à ce compte-là, voilà, il faut voir ça aussi, c'est que on est une équipe large et les gens nous donnent gracieusement de leur temps pour développer le projet. C'est-à-dire que voilà, Stéphane, il nous a aidé, il a donné de son temps, il nous a aidé financièrement. Gwen, elle nous a donné de son temps. Notre site, il est hébergé par Paul sur un serveur qui lui appartient. Parce que voilà, il est informaticien et il possède ce genre de choses. Ne m'en demandez pas plus. Mais c'est-à-dire que tous ces coûts-là qu'on aurait dû assumer, on les assume pas. Et puis au fond, il y a ça aussi, c'est que notre argent, voilà, comme tu le disais, Nico. On pourrait l'investir dans nos loisirs, on l'investit ailleurs. Je voudrais juste ajouter un dernier truc sur le financement participatif. C'est que, comme disait Marie, nous, pour l'instant, notre idée, c'est de convertir des MJ, donc pour l'instant, de laisser le maximum de choses en libre accès. Mais on a un énorme lore qui prend beaucoup, beaucoup de temps à formaliser et qui arrivera plus tard. Et ça, on le fera payer. Mais on n'en est pas là, en fait. On n'en est pas là. Donc, le financement participatif, on le conçoit comme des préventes, en gros. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Super. Alors, Nicolas, Stéphane, je ne sais pas si de votre côté, vous aimeriez rajouter quelque chose sur le côté financement? Ouais, bah sur le côté financement, effectivement, moi je rejoins un peu ce que disait l'équipe de 27C au début, c'est qu'on va pas demander aux gens de payer 30 € pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Nous, on veut, enfin, tu vois, effectivement, c'est de l'argent. Alors que tu dis c'est de l'argent qu'on pourrait mettre dans nos loisirs. Il y a un aspect, c'est un loisir qui dévore tout notre temps. En fait, pour moi, quand on met nos fonds personnels, c'est même pas un investissement, c'est, tu vois, c'est notre pratique de jeu de rôle, tu vois, la salle, bah, elle nous permet ensemble, collectivement, d'avoir un espace, bah, qui est en fait pour quand on fait du jeu de rôle, bah, ça nous fait plaisir. Et du coup, en fait, notre loisir, notre passion, en fait, elle se transforme ensuite dans un projet qu'on va partager. Et effectivement, pour l'instant, on le partage de la façon la plus. C'est vraiment une pure dimension, on va dire, de partage qui nous permet aussi, mine de rien, de faire des tests, de montrer un peu ce qu'on fait et en fait, de pas vendre du papier pour vendre du papier, quoi. Effectivement, d'avoir un côté. Alors, on pense qu'on ne va pas faire l'étape intermédiaire du kit de découverte, qui est un chemin que je comprends tout à fait. Du coup, enfin voilà, c'est pas exactement le même truc. Après, évidemment, on va pas avancer sur nos fonds propres, l'impression de manuel, édité à compte d'auteur, et on se retrouver avec des tas de papiers qu'on connaît bien parce qu'on les a écrits, quoi, qui occuperont un espace monumental parce que bah, les livres, ça prend de la place, et on en a déjà beaucoup. Donc voilà, donc effectivement, pour nous, c'est d'abord le partage par le biais du site qui fait office, en gros, si tu veux, de kit de découverte, quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur la dimension financement. Non, mais c'est bien, c'est deux approches assez différentes au final, c'est cool. Comme quoi. Ouais, tout à fait. On voit que vous avez tous les deux eu des façons de faire différentes. Alors moi, je vais en profiter justement pour enchaîner sur la communication, puisqu'au final, vous en avez aussi parlé. Mais là, on va essayer peut-être d'approfondir, puisque là, Tindalos et 27C, bon, vous avez eu au final un petit peu la même approche d'essayer d'abord de vous faire connaître. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement justement pour vous faire connaître? Donc Tindalos, vous parliez des présences sur les salons, on en parlera un petit peu plus après. Mais peut-être, là, tu parlais du site internet et autres. Donc, j'imagine que vous avez essayé de développer une présence sur les réseaux. Est-ce que dans vos équipes respectives, vous avez peut-être quelqu'un qui s'occupe exclusivement de ça aussi, qui est vraiment consacré à ça? Est-ce qu'au niveau
des réseaux, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un peu incontournable. Est-ce que vous êtes en mode, on est sur tous les réseaux, ou est-ce que vous avez peut-être essayé aussi de privilégier des réseaux en particulier? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que, par exemple, bon, je dis des bêtises, hein, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que, par exemple, pour le jeu de rôle, en fait, le réseau social, c'est Facebook, ou est-ce que c'est Instagram, ou est-ce que c'est Twitter? C'est quoi peut-être le réseau aussi où vous vous êtes rendu compte qu'il marchait le mieux? Tindalos, je vois que tu secoues la tête, Damien. Oui, du coup, moi, je voulais, alors sur la partie site, on va donner la parole à Paul dans un instant, mais avant, sur la partie réseaux sociaux, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a deux choses pour l'instant qui répondaient mieux. C'est Discord, donc on a investi Discord, c'est notre outil de travail, c'est également notre outil communautaire. L'objectif, c'est que toutes les nouveautés soient sur le Discord, mais également que ça devienne un lieu de vie où les gens organisent leurs parties et finalement qu'on finisse par les amener sur le Discord. L'autre chose, c'est que Facebook, Facebook, ça marche pas mal. Là où c'est Facebook, viens Paul. Facebook, ça marche pas mal. Là où Twitter, Instagram, ça prend pas encore. Alors, il faut savoir aussi que nous, on est récent hein, sur ces réseaux parce que c'est pas. Je vous présente Paul qui va vous parler du site. Bonjour Paul. Bonjour. Voilà, et donc juste Twitter, Instagram, voilà, on est récent, on est nouveau là-dessus en fait. Donc là encore, on ne sait pas trop. Enfin, c'est Arnaud qui s'occupe de ça pour nous et qui fait du super travail et qui a une formation de journalisme et de secrétariat et de rédaction, donc qui sait ce qu'il fait. Sur le site, Malin, est-ce que tu peux répéter ta question? Parce que je me suis dit, tiens, c'est Paul qui doit parler de ça, mais je ne me souviens plus quelle était la question précisément et je ne sais pas s'il l'a entendu. De manière générale, si tu veux, c'est au niveau du site internet, des réseaux, il faut avoir une présence. Donc, est-ce que vous avez décidé de vous mettre sur tous les réseaux? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un réseau qui marchait mieux que les autres? Est-ce que vous avez investi justement sur le site internet? C'est-à-dire, est-ce que vous avez décidé de faire un vrai site dans lequel vous présentez vraiment de manière complète votre projet, ou est-ce que vous faites quelque chose qui est plus succinct avec juste une présentation légère? Est-ce que vous voulez peut-être partager aussi le site ou autre pour peut-être que les viewers aient la vision de ce que vous avez fait? Est-ce que Paul va bien? Je vais très bien, merci. Vous m'entendez bien, ça va? On t'entend, Paul. Bon, super. Alors, pour la partie réseaux sociaux en eux-mêmes, je pourrais pas répondre mieux que Damien parce que je suis, à titre personnel, assez allergique et hermétique à ça. Donc, je n'aurais pas de bons conseils à donner sur les communications sur les réseaux sociaux. Et comme il a dit, on a Arnaud qui donne de son temps aussi pour l'équipe et qui le fait bien mieux que ce que n'importe qui d'autre dans l'équipe pourrait le faire. Sur le site, par contre, oui, là, je pourrais en dire un peu plus. Finalement, je pense que c'est un peu à la fois parce qu'il y avait l'opportunité que moi, je puisse donner de mon temps et que ça fait partie de mes compétences donc de pouvoir développer ce site-là. Que du coup, on a fait le nôtre plutôt que, je sais pas moi, faire un Squarespace, un WordPress ou un truc un peu plus site vitrine assez vide. Oui, donc la première raison pour laquelle on l'a pas fait, c'est parce que j'en avais les compétences, et l'autre, c'est parce qu'il y avait des besoins spécifiques. Alors évidemment, si c'était retrouvé que 2 ou 3 ou 4 à le faire, tant pis, je pense qu'ils se seraient contentés de faire une présence minimale, parce que, pareil, ils n'auraient pas investi des centaines ou des milliers d'euros à payer des développeurs pour faire des choses spécifiques. Donc, par contre, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on capitalise beaucoup dessus. Comme ils l'ont dit, si j'ai bien entendu quand j'étais plus haut, à la fois pour la partie un peu kit de découverte du site, et avec des ambitions, comme dans tout dans ce projet, qui sont toujours démesurées par rapport aux moyens qu'on a au départ. Donc là, par exemple, sur l'énorme masse documentaire qu'ils avaient, il y en a une bonne partie, non, je pense peut-être 10 à 15% qui ont été portés pour le moment en article, mais sauf qu'il ne s'agissait pas d'avoir juste un wiki. L'idée était d'avoir un accès différencié à l'information. Donc, par exemple, selon l'utilisateur que vous êtes, les groupes dans lesquels vous êtes ou ce que vous avez pu faire sur le site, vous pouvez accéder à des paragraphes différents. Par exemple, on a, pour l'occasion des conventions qu'on a fait de Paris Ludique et de la Japan Expo, on a un petit jeu de pistes
que vous voyez là, je crois, qui est casté en passage. Oui, alors petit, 110 000 mots, hein, tout de Ouais, même. pardon. Enfin, ça reste petit par rapport à tout le reste, à la campagne, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de piste qui a été mis en place, où vous créez un petit personnage, et vous choisissez une profession, et par exemple, les journalistes vont avoir des informations supplémentaires sur certains articles que les médecins n'auront pas, et à l'inverse, un médecin aura des infos. Bon, bref, vous comprenez l'idée. Alors, j'ai une question juste rapidement. Est-ce que vous avez prévu ça avant les conventions, de Oui. faire ça en sortie de convention, etc. J'imagine que vous avez tout anticipé à 110 000 mots. Je ne pense pas que c'est de l'impro. Non, Mais alors ce qui s'est comment vous avez envisagé ça sur un site? Vous bossiez ensemble ou alors vous avez tout donné à Paul et puis il s'est occupé de... Moi, enfin, bon, je suis un ami pareil de collège de Damien, Nico, Marie, enfin, que je connais depuis un moment. J'étais joueur sur la saison 2, donc il y a 2 ans de la campagne. Et après, à partir de l'an dernier, ouais, à partir de la 3e année, je me suis un peu plus impliqué. Au départ, c'était pour la carte. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais j'avais du temps. Donc, je les ai aidés à numériser la carte qu'ils avaient faite. Et puis après, de proche en proche, à bosser sur ce qui est devenu le site. Et parce qu'il y avait déjà cette optique de passer par le site pour justement contourner les limitations en termes de financement qu'on pouvait avoir pour mettre à disposition et publier du contenu type kit de démarrage ou les choses comme ça. Il y avait ce projet de dire on veut un site, mais on veut un site qui soit plus qu'un site vitrine, qui soit vraiment le point d'entrée de notre communauté pour accéder au contenu. Mhm. Et du coup, c'est là où il a commencé à y avoir, pendant qu'il y avait des petites séances et que ça phosphorait au niveau des réflexions sur ah oui, mais il ne faut pas que tout le monde voit la même chose. La première distinction évidente, c'était nos MJ ne vont pas voir la même chose que nos joueurs et joueuses. Par contre, ensuite, ça s'est raffiné en disant bah tiens, peut-être qu'un moyen aussi de fidéliser des membres de la communauté, c'est peut-être de leur donner accès à quelques informations supplémentaires s'ils font telle ou telle chose pour nous. Ça peut être aussi un moyen, peut-être pour plus tard, d'acheter finalement. Ça peut être aussi un moyen de faire, de récolter des fonds, de dire bah, vous pouvez acheter tel pack d'articles ou tel type d'informations supplémentaires sur les articles. Donc, il y avait ce besoin de dire ok, on veut un site qui soit capable de faire un accès différencié. Ça a servi Nicolas, comme, en fait, et une fois qu'on l'avait, c'était quand on a su qu'on faisait des conventions, on s'est dit, mais ce système, en fait, on peut l'utiliser pour faire un jeu de piste. Et en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que c'est arrivé, pour répondre à ta question, du coup, voilà. Est-ce que quelqu'un a eu le temps de prendre un screen de la tête de Nicolas quand on a commencé à parler d'argent ou pas? Ouais. Moi, je t'ai écouté, mais je regardais que Nico. Alors, Nicolas, j'ai vu, tu voulais prendre la parole à un moment je te sentais assez Ouais, motivé. ouais. En fait, oui, non, parce que enfin, c'est effectivement des débats qu'on a eu. Moi, à titre personnel, favorable à la micro-vente. Mais effectivement, par contre, le partage de l'information, c'est aussi un moyen. L'information différenciée, c'est aussi un moyen de faire vivre le contenu parce qu'on a le contenu. Et du coup, partager le contenu de façon différenciée. Ça permet de modéliser la différenciation de l'information dans la réalité. Moi, je ne sais pas ce qui se passe aux Flamingos, par exemple, parce que je n'y passe pas toutes mes nuits, contrairement à Paul. Mais du coup, en fait, au début, c'est vrai que nous, on partageait l'information comme ça de façon très générique aux joueurs, et ça donne un petit côté, bon bah vas-y, on se partage le gâteau, et en fait, ça génère moins de dialogue. Je pense que l'un des intérêts du jeu de rôle en tant que jeu, c'est de pousser les gens aussi à partager une expérience et à parler ensemble. Et donc un wiki où tout le monde aurait accès à la même information, ça nous permettait pas de rendre compte de la richesse du monde qu'on avait créé. Et deux, ça faisait, bon, bah écoute, toi tu vas t'occuper de tel quartier, moi je m'occupe de tel quartier. Et ensuite on met en commun l'information. Alors que là, du coup, enfin voilà, ça génère de la discussion. C'est un point, ça génère de l'engagement, pour employer des mots que Arnaud apprécierait, je pense, notre monsieur des réseaux. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc où faut que ça bouge, faut que ça échange, quoi.
Donc voilà l'un des objectifs de l'information différenciée du site, Oui, à mon et puis avis. ça permet la rejouabilité parce qu'en fait, du coup, si je me rends, je sais pas, à Salambo Street, qui est une rue à côté des docks, eh bien, si je m'y rends en tant que médecin ou en tant que journaliste ou en tant qu'universitaire, je n'ai pas accès à la même information. Donc, en fait, dans un autre scénario, je peux y retourner et y découvrir autre chose. Donc voilà, l'accès différencié à l'information permet de ne pas épuiser le monde dès sa première venue ou dès la première exploration du lieu, du personnage, etc. Super. Et vous, 27C, c'est quoi alors votre Alors, expérience sur les réseaux, sur le développement de votre site internet? Est-ce que Arthur vous a fait des magnifiques dessins pour vous faire des bannières, ce genre de choses? ça doit être Adrien, Adrien plutôt, ouais, mais C'est pas grave. c'est pas grave. Je regrette que je puisse pas genre soulever le drap derrière là pour sortir Juliette, qui est notre community manager, mais ça aurait été exceptionnel. Genre vraiment, il y a un monde où je le fais. Enfin voilà. À Juste, partir de 100 abos, non. Juste, c'est le co-auteur de 27C. C'est aussi le community manager depuis le début. C'est lui qui a géré nos plateformes Instagram, Facebook au début. Adrien a pris le relais sur Twitter quand on en a ouvert un, qui a plutôt correctement fonctionné le temps où on l'a utilisé. Mais c'est pas des plateformes absolument privilégiées pour le jeu de rôle. Ouais. Facebook, ça nous a permis surtout, enfin pour le coup, pour moi, ça m'a permis surtout de me faire une bonne idée de ce qui se faisait en France en jeu de rôle. Des avis très tranchés, très séparés et curieusement politiques des gens sur le jeu de rôle. C'est très curieux d'ailleurs comme lien, mais il existe. Ça permet de voir quelles sont ces communautés en ligne. Et ça, c'est intéressant sur la plateforme Facebook. Sur Instagram, c'est de la vitrine. Instagram, ça sert à faire de la vitrine, ça sert à partager des visuels, ça sert à dire qu'on va en convention, ça sert à dire qu'on est là, qu'on fait des illustrations, qu'on vend des kits, qu'on est content, qu'on aime les gens. Et c'est très bien. Et Twitter, pour le coup, Adrien, tu disais, c'était plus moyen de communication. On parle aux gens, c'est ça? Bah, à l'époque, avant, quand on a commencé, on a un peu tâtonné partout et on s'est dit, tiens, ce serait cool d'avoir un Twitter parce qu'en fait, c'est le réseau de communication premier degré, quoi. Enfin, si je veux aller interagir avec les créateurs d'un autre jeu de rôle, j'y vais, je lâche un commentaire, genre, comment vous avez fait ça ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que Twitter, on a eu un souci de fermeture de compte du jour au lendemain. Écoutez, merci Elon, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Après enquête, on a eu une problématique, c'est qu'on a daté le compte Twitter de la date d'ouverture de 27C, la date d'ouverture officielle. C'était ça. Sauf que 27C n'a pas 13 ans. Du coup, 27C est un mineur sur Twitter, et du coup, c'est fait ban hardcore. En termes de communication, il y a deux, trois trucs, deux, trois écueils qu'il faut éviter, notamment de mettre mineur votre jeu de rôle, parce que ça peut mal finir. On a tâtonné un peu à droite à gauche, voir ce qui marchait exactement. Ce qui a fonctionné pendant longtemps et encore aujourd'hui, c'est le Facebook. Mais ce qui fonctionne le mieux, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est vraiment le Discord. Ouais. C'est incomparable. Parce que c'est vraiment, c'est une autre personne qui s'en occupe, c'est Balten. En fait, c'est quelqu'un qui est habitué à gérer une communauté pour son propre jeu de rôle, etc. Qui a eu une 50aine de personnes, je crois, sur son serveur. C'est pas énorme, mais c'est habitué à gérer de la quantité sur des serveurs Discord. C'est un truc avec lequel moi, j'étais pas du tout familier. Enfin, Discord, je l'utilisais un peu comme les copains, quoi, pour jouer aux jeux vidéo à 3, 4, voilà. Gérer un serveur avec des rôles attribués, avec des événements, avec des choses qui se passent concrètement en ligne. Ça, c'est un truc que je ne savais pas faire et on a dû se faire entourer pour ça. Se faire entourer par Balten qui vient avec moi en convention aussi et qui clairement nous sauve la mise là-dessus. Enfin, il y a un véritable, à notre sens, il y a vraiment un potentiel de renouveau communautaire par le Discord. Et pour le site internet, on s'était posé la question. C'est cher. Mais voilà, en termes de coût, c'est pas possible. Et en plus de ça, aucun de nous dans l'équipe n'a de compétences particulières rapport à ça. Donc, il aurait vraiment fallu aller embaucher quelqu'un, chose où on n'a pas les moyens. Et il aurait fallu, comme vous, en fait, il faut le faire vivre, un site internet. Ça peut pas juste être un site vitrine, un site boutique.
Donc, ouais, en termes de coût, en termes de temps, rien qu'en termes de temps, en fait, c'était pas fiable pour nous. On n'aurait rien eu à Discord. mettre en plus sur un site qu'on ne met pas déjà sur l'une des autres plateformes. C'est Simplement, ça. on n'avait pas de jeu de piste à 110 000 mots près, là, comme ça, à claquer. Donc, Ouais. même si c'est très très cool. J'ai confirmation que Balten écoute le live. Big shout out à Balten qui gère notre Discord. Là. Est-ce qu'on est de retour dans le chat, nous? Vous êtes Non. vous êtes là, on vous On est entend. là, On vous entend Vous fort. êtes parmi nous, on vous voit et on vous entend. Alors, j'en profite, je rebondis aussi sur Discord. Hein. C'est vrai que Discord, quand vous l'utilisez de manière communautaire, voilà, il y a vraiment des grosses possibilités avec, comme tu l'as dit, les rôles, les événements. Après, si vous mettez de l'argent pour pouvoir débloquer aussi certaines fonctionnalités, ça va vous permettre vraiment de développer. Et c'est un outil qui est utilisé dans le jeu de rôle, puisque vous avez énormément de Discord liés à des jeux de rôle, mais aussi évidemment dans le monde du jeu vidéo et autres, puisque c'est un outil qui remplace, pour ceux qui les connaissaient à l'époque, les forums et les chans IRC. C'est un mélange des deux, en fait, qui vous propose vraiment plus de possibilités. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais, n'hésitez pas à passer par Discord. Ouais. Et vous avez aussi tous les outils similaires, hein, TeamSpeak, Rocket Chat, etc., hein, qui sont aussi en mesure de faire un petit peu la même chose. Moi, personnellement, je préfère Discord, que je trouve un peu plus fun que les autres. Ouais. En plus, Discord, pour faire des retours, la communauté, c'est parfait. C'est parfait. Pour le moindre truc, ils réagissent et c'est génial. Ouais, c'est vraiment la plateforme informelle qu'on attendait. Alors, vous en avez tous un petit peu parlé, mais on va aborder le sujet des salons, puisque voilà, vous êtes sur des salons. Alors ma question, c'est en fait, est-ce que déjà au niveau des salons, vous avez une stratégie de sélection de salons? Donc, c'est-à-dire, vous vous dites, tiens, parce qu'en France, il y a quand même énormément de conventions, festivals, etc. Est-ce que vous êtes en mode, on sélectionne des salons par taille de salon, ou peut-être des salons par situation géographique, ou des salons qui correspondent plus à votre jeu? Ou est-ce que vous vous dites, tiens, on est disponible, on va à tel ou tel salon? Et après, quand vous allez sur un salon, en fait, qu'est-ce que vous faites concrètement, on va dire, pour essayer d'attirer le plus possible le public vers vous? Là, je sais que Damien, à un moment, parlait justement d'avoir investi dans des roll-up ou ce genre de choses. Est-ce que voilà, vous faites de l'investissement sur du matériel attractif? Est-ce que vous faites des parties, ou est-ce que vous vous contentez juste d'essayer d'alpaguer des gens et en leur expliquant pendant 1 heure votre jeu de rôle? Ça se passe comment, votre présence sur les salons? Damien, vu que tu en avais un petit peu parlé avant, peut-être tu peux commencer. Oui, je vais commencer en déléguant la parole à Marie qui brûle de parler. Ah non, enfin, je brûle pas de parler, mais c'est juste quand tu as parlé de stratégie, j'ai fait marrer Damien parce que j'ai dit la quantité. Parce que, non, nous, là, notre stratégie, c'est d'aller au plus de salons possible, avec comme principal critère de sélection la proximité géographique. Donc oui, sauf que vous allez à Lyon pour Octogone quand même. Mais ouais, non, nous là, on débute seulement. Donc, quand tu parles de stratégie adoptée lors du salon, en fait, ça va dépendre du salon parce qu'on n'en a fait que 2 pour l'instant. On a fait Paris Ludique et la Japan Expo. Et c'était déjà pas du tout la même manière de faire, en fait. Parce que à Paris Ludique, déjà, il y avait très, très peu de jeux de rôle. C'était énormément de jeux de société. Donc là, il y avait un travail d'aller voir les gens et de leur parler et de leur expliquer qu'on faisait du jeu de rôle et spécifiquement quel jeu de rôle et de les intéresser pour les faire venir, qui n'était pas du tout le même qu'à la Japan où les gens venaient sur le stand de la FFJDR pour ça, quoi. Donc, Après, au Paris Ludique, c'était des joueurs aussi. Oui. Donc, il y avait des conversations plus. Enfin, c'était très différent, quoi. Et alors, la différence, par contre, c'est qu'à Paris Ludique, c'est vrai que je pense peut-être pour des raisons de prix du billet, tout simplement, les gens, après avoir joué, ils restaient et ils papotaient, en fait. Donc, on a fait moins de rencontres, mais on a papoté parfois 2 heures avec des gens pour leur présenter notre système en détail. Il y en a qui sont repartis avec les feuilles de perso papier parce qu'ils avaient trop envie de le faire jouer à leurs joueurs. Et à la Japan Expo, ça a plutôt été vraiment des rencontres
éclair où il venait, il jouait 1 heure, on faisait une photo, il venait sur le Discord et puis il repartait. Et c'est après que c'est fait plus les discussions, enfin que se sont faites les discussions, comme disait Adrien, je crois tout à l'heure, par Discord, parce que c'est un outil qui est hyper intéressant pour avoir les retours, quoi. Donc du coup, stratégie, pour l'instant, on tâtonne, on va au plus d'endroits possible, parce qu'on adore ça. Et on s'adapte au lieu parce que ça dépend du salon. Ouais, je crois que Nico voulait dire un mot. Ouais. Moi, j'aurais juste un mot rapide de conclusion après. Ouais, du coup, en fait, effectivement, la stratégie, c'est la quantité. L'avantage qu'on a, c'est que comme on se connaît depuis longtemps, on s'est dispersé géographiquement, on ne se voit plus trop tout le temps. Mais ça nous permet d'avoir plein de petits pieds-à-terre un peu partout. Donc, c'est vrai que le problème des conventions, c'est les frais que ça engendre de déplacement et de logement. Le fait d'avoir une communauté large devant Couette, ça aide beaucoup de ce côté-ci. Ensuite, moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est effectivement la quantité, c'est d'aller là où on veut bien de nous, là où on a de la place, et où ça nous coûtera pas un bras pour nous loger. Donc ça, c'est important. Et puis en fait, il y a des trucs qui se créent. Par exemple, là, début septembre, on va aller à Freneuse dans les Yvelines. Il y a le Freneuse Gaming Co. Et alors, c'est en cours de bouclage, voir sur les détails, mais il y a un nouveau festival qui va sortir du côté de Fécamp fin septembre. Fécamp sort le grand jeu. Donc on est en train de voir si on peut y aller également. On est en communication avec l'asso qui gère ça, la Grande des Brumes. Et en fait, c'est aussi un moyen d'aller sur le maillage quoi du territoire par les assos qui font du jeu de rôle, assos que j'invite d'ailleurs à rejoindre le VPS Rollist proposé par la FFJDR. Mais c'est du coup nous voilà, on a envie d'aller au plus près des gens et à la condition que ça nous voilà qu'on puisse se le permettre, on va faire en sorte d'y aller euh, ou partie de notre équipe parce que évidemment ça prend aussi beaucoup de temps et c'est aussi la force du nombre de pouvoir faire des roulements. Voilà ce que j'avais à Ouais. dire et je vais rendre le micro. Donc moi j'ai juste un petit mot avant de passer la parole à Adrien et Arthur, si ça vous va. Nous, notre objectif de tourner les conventions, en fait, il répond aussi aux besoins spécifiques de notre jeu. C'est-à-dire que nous, on se place dans l'univers, de Lovecraft et il y a l'appel de Cthulhu qui existe déjà. Donc en fait, on a une communauté qui est prête à jouer, d'une part. Mais il faut qu'on essaie de la convaincre de jouer au champ de Tindalos. Donc pour ça, voilà, on a un énorme travail de conversion. On veut faire tout un tas de petits cultistes qui crient IA, Cthulhu Stagn avec nous. Et pour ça, en fait, on a besoin de tourner et de tourner dans toute la France pour qu'il y ait des MJ qui adoptent notre jeu, des joueurs qui adoptent notre jeu. Et c'est à ça que répond aussi la stratégie consistant à mettre en accès libre des scénarios, du lore, des règles. C'est que on veut qu'en fait un joueur qui n'a pas, enfin je sais pas, qui hésite entre la V6 et la V7 de l'appel de Cthulhu ou qui a envie de changer de système, en fait en 3 clics c'est bon, il a de quoi jouer quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter. Super, merci. Alors 27C, et vous, ça se passe comment les conventions? On a une stratégie très rodée, et on va là où ça coûte pas d'argent. Voilà. Non mais faut se parler, on n'a pas d'argent. C'est vrai, c'est vrai. Non mais voilà, non mais en fait, on est en contact avec des assos pour trouver des tables pour faire jouer. On est en contact avec la FFJDR, on est en contact avec les assos parisiennes, on est en contact avec nos réseaux, avec la Ligue ludique. On est en contact. En fait, on parle aux gens, et on essaie de se coller à eux pour donner. En échange, nous, de donner d'autres forces de travail sur les conventions, parce que matériellement, mon engagement, c'est que je ne paye pas pour venir, on m'offre une place. Pour moi, une journée réussie, c'est une journée où j'ai fait jouer 5-6 tables. Il faut brasser de la convention, il faut brasser de la quantité. C'est clairement, c'est un vrai truc, c'est matériellement. L'intérêt pour les personnes qui organisent les conventions, c'est qu'un maximum de joueurs aient accès au jeu de rôle. Notre intérêt à nous, c'est qu'un maximum de joueurs découvrent notre jeu de rôle. Donc, à un moment donné, il y a un objectif qui est en fait un objectif assez professionnel, en réalité, d'accueillir un maximum de monde, de leur faire découvrir le jeu de rôle, qu'ils passent un bon moment,
et qu'après ce moment, on puisse échanger quelques minutes sur le projet 27C, sur qu'est-ce que c'est que jouer à un jeu de rôle, est-ce que c'était bien, est-ce qu'ils ont des retours à faire, rejoignez le Discord, etc., etc. Matériellement, en fait, c'est une machine qu'on a rodée depuis un peu avant le Ulule, en fait, depuis 2020. Oui. Et c'est un truc que je faisais beaucoup avec Jus, maintenant je fais ça avec Balten. On va au maximum d'endroits tant qu'on peut le faire dans nos moyens et qu'on y est accueilli. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu aller à Paris Ludique de notre côté, c'est que les stands coûtent cher. Voilà, enfin ça coûte même très cher. La Japan Expo, on a pu se joindre à la FFJDR. Là, on a la chance de pouvoir aller à Cidre et Dragon du côté de Caen. Et en fait, on fait ça au goutte à goutte quand on a des opportunités. On essaie d'y aller au maximum parce que ça nous permet nous de rencontrer du monde et j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne bien jusque-là avec les retours qu'on a. Ah bah, de toute manière, globalement, le Discord, à chaque fois qu'on passe en convention, ouais, ça fait un vent nouveau à chaque fois. Ouais. Donc, ouais, non, allez en convention, faites jouer. De toute manière, c'est le meilleur moyen. C'est que du. Enfin, il y a que des trucs à gagner en allant faire jouer son jeu à des gens. Si vous voulez créer un jeu de rôle en plus, enfin, si votre jeu de rôle il est pété, vous allez vous prendre un mur, vous allez retravailler dessus, vous allez retourner la semaine d'après ou le mois d'après, puis il sera mieux, puis il sera de mieux en mieux, puis vous allez prendre les retours des joueurs. Et vous allez tomber sur peut-être parfois des joueurs compliqués à gérer sur une table, donc va falloir. Oui, je vois des regards complices quand je dis ça. Donc c'est le meilleur moyen, de tester en fait. Là, ça y est, vous êtes devant le public, faut les convaincre, faut prendre leur ressenti et allez-y un maximum. Ouais. C'est le truc à faire quand vous êtes rôliste. En matériel de communication, concrètement, très récemment, on a obtenu un kakémono qui a grillé l'ordinateur d'Adrien. Voilà, le fichier était trop lourd, donc le Mac a lâché. Mais on a réussi à obtenir le kakémono. Je vois des regards de non, il a été déjà vieux, ça l'a acheté. Voilà. Mais ne faites pas tourner un fichier de 2 gigas sous Photoshop, il a tendance à pas aimer ça. Voilà. On a très récemment, on s'est fourni des t-shirts, mais pareil, en fait, ça, c'est de l'argent qu'on peut obtenir qu'avec des ventes de kits pour forcer sur la communication, pour pouvoir obtenir de nouvelles personnes, parce que notre pari, c'est que 27C soit rentable en lui-même, enfin rentable, à l'équilibre. Oui. Voilà. Puis, on a fait des flyers au début. Les flyers, on les a investis sans argent de base, mais c'est quoi? C'est une 50aine d'euros à balancer sur HelloPrint pour avoir une quantité suffisante pour pouvoir les partager. On a fait récemment des marque-pages qui ont plutôt plu avec les illustrations. Pareil, on est passé, on a dû changer du coup parce qu'en convention, on a vu que les flyers, ça fonctionne, mais c'est pas convaincant. C'était pas très convaincant. Puis après, on est passé aux marque-pages où on mettait on a mis le QR code du Discord et le QR code de la boutique. C'était pas effectivement, mal. D'un coup, les gens viennent. Le kakémono plaît bien aussi. Le fait d'avoir une nappe sur la table, un tout petit peu de déco, voilà, qu'on soit installé, quoi. Que ce soit pas une table de pique-nique, mais bien une table de jeu. Alors, je vais juste rebondir là sur ce que vous venez de dire. Alors moi, avec mon association en Alsace qui s'appelle Gamers Voice, on intervient aussi sur des événements. Alors nous, on fait vraiment que de l'animation, c'est-à-dire qu'on fait jouer les JDR des autres. Mais effectivement, la stratégie que vous abordez sur le fait de se faire inviter pour pouvoir faire de l'animation au lieu de payer le stand, ça marche très bien puisque ça permet d'être au final sur des salons et de faire jouer. Et comme vous l'avez dit, ensuite derrière, on gagne des gens sur le Discord et ça permet de développer la communauté. Donc c'est effectivement pour des créateurs qui n'auraient pas forcément des moyens, c'est vraiment une des meilleures stratégies de se faire inviter et au final derrière de pouvoir récupérer des abonnés, des personnes en plus. Alors on arrive un petit peu à la fin de notre live. On a déjà fait 1 heure. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer, si vous avez envie de manger comme moi. Mais en tout cas, on arrive à la fin. Alors déjà, moi, je vous remercie d'avoir participé. Et comme mot de la fin, est-ce que vous avez un conseil ultime à donner à tout futur créateur de jeux de rôle? Alors, je crois que Nicolas, peut-être, ou Damien, voulait nous dire quelque chose. Oui, mais pas à ce sujet. Non, on voulait juste
On voulait juste faire une petite ouverture, mais je laisse Nicolas faire parce qu'on a un changement Ouais. d'angle de caméra ce coup-ci. Moi, juste le conseil que je donnerais en réalité, c'est de jouer. Jouer. Jouer pour créer un jeu de rôle, la meilleure chose à faire, c'est de jouer, de faire jouer, de se confronter à un public en convention qui n'est pas un public de copains. C'est extrêmement bien porteur et enrichissant. Et ne pas oublier que le but, c'est de jouer et donc de jouer avec vos amis aussi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, parce que là, on part pour notre semaine tous les étés où nous allons jouer pendant une semaine dans notre salle. Donc du coup, je vous dis au revoir. Je vais aller accueillir. Je crois que un des joueurs va pas tarder à arriver, donc je vais lui préparer un petit café. Et je vous dis au revoir en me débranchant et en mettant la salle. Donc au revoir à tout le monde. C'était super sympa. Et n'oubliez pas de jouer. Super. Ne vous faites pas merci. matrixer, s'il vous plaît, ne vous faites pas matrixer. Mais jouez quand même, c'est important. Salut à tout le monde. Et Arthur, Adrien, vous aviez peut-être un petit conseil vous aussi? C'est un conseil qui va permettre de répondre à la question de Paul Pouty au passage. La structure juridique de 27C à la base, c'est une auto-entreprise à mon nom, avec des engagements pour chaque personne qui participe au projet. C'est une mauvaise idée. Voilà, il faut faire une asso. Ouais, faites pas ça. Voilà, dans les plâtres qu'on a essuyés, à ça, les assos c'est mieux. Ça fonctionne mieux si vous n'avez pas envie de faire en fait, vous ne gagnerez pas d'argent avec votre jeu de rôle. Faut arrêter de se le dire. C'est genre concrètement, si vous faites un projet à l'équilibre et que vous arrivez à payer les artistes, c'est énorme. Faites ça. C'est déjà très bien. Donc faites une asso, quitte à choisir une structure juridique. Je rejoins complètement Nicolas. Jouez, c'est fun. Ouais, faites ça. Faites ça et après, prévoyez du temps. C'est bête à dire, mais ça demande un investissement en temps. Structurer le temps. Ouais. Faut bien organiser, bien gérer ces trucs. Et lorsque votre Ulule fonctionne, c'est pas la peine de rajouter des pages. Ouais, parce qu'en fait, les pages, ça coûte cher à imprimer. Et quand on rajoute 10 pages lors d'un financement participatif sans avoir prévu le devis d'impression qui va avec, et ben parfois, ça coûte beaucoup plus d'argent que prévu. Parfois. Hein, c'est ballot. Voilà. Ça peut surprendre. Si peut-être juste un dernier mot parce qu'on dit jouer. Tu parlais, je crois, Arthur ou Adrien, du temps que ça prend. Ça prend énormément de temps. Donc si c'est juste une vie passagère, ça prend plus de temps qu'un livre, ça prend plus de temps. Nous, ça nous prend tout notre temps. Donc si c'est pas une passion, j'ai envie de dire. Lâche l'affaire peut-être. Voilà, non mais il faut que vous soyez prêts vraiment à entrer dans le siphon et dans le gouffre et y investir tout votre temps parce que sinon ça marche et puis autre conseil, je renchaîne, mais il faut être curieux. Faut être curieux parce que vous allez toucher à plein de domaines différents en fait. Parce que si vous voulez lancer un jeu de rôle, il y a de l'édition, il y a du graphisme, il y a du juridique, il y a de l'organisationnel, il y a du management si vous commencez à vous entourer de plusieurs personnes. Enfin, vraiment, faut être curieux de tout. Parce que s'il y a un aspect de ces trucs-là qui vous saoule, il va vraiment pêcher sur votre projet. Ouais. Donc soyez curieux. Ou entourez-vous. Ouais, c'est ça. Faut pas hésiter à déléguer. Faut pas hésiter à justement à savoir de quelle sorte de on peut s'entourer à droite à gauche. Là, on a effectivement tout un tas de personnes qui viennent se greffer au projet. Et pourquoi ils se greffent au projet? Également parce qu'ils ont aimé le projet, ils ont voulu jouer, ils ont kiffé, ils ont eu envie d'y aller. Donc ça, c'est ça le plus important. Donc on rejoint sur le fait de jouer avec des amis, partager, ça c'est important. Et puis dire, ok, ça, je sais pas faire, mais je connais quelqu'un qui sait faire. Et ça, c'est important. Ça permet justement de relâcher un petit peu de charge mentale. Là où la charge mentale est, on va dire, mieux utilisée sur l'aspect construction du jeu, etc., etc. Donc là, après, je rejoins aussi sur la partie vous ne ferez pas d'argent. Peut-être ça arrivera, mais en tout cas, il y a un investissement financier et temporel qui est très important avant. Peut-être qu'un jour, 27C, peut-être que les fonds de Tindalos deviendront des jeux de rôle de référence qui effectivement feront de l'argent. Mais
on va dire que le but premier de la chose, c'est avant tout de partager ce qui fait kiffer toutes les personnes qui vont jouer et participer sur le projet. Et de se dire, bah, on a envie de partager ça avec le plus grand nombre. Je pense que c'est ça à faire en premier. Super. Bah écoute, vous avez tous des bons conseils ultimes à donner. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir participé donc à nos 2 lives, partie 1 plus partie 2, pour parler de la création de jeux de rôle. Les lives seront disponibles donc en replay sur Twitch et sur YouTube. On fera des publications aussi sur les réseaux, sur Discord, donc vous pourrez les retrouver. Moi, je vous remercie. Les prochains lives qu'on fera sur Twitch, ce sera sans doute d'ici 2 semaines. Là, on va essayer de rentrer peut-être aussi plus dans des sujets de débat. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fixé. Et donc, le 18 et 19 novembre, vous avez le Roll Event, donc organisé par la Fédération française de jeux de rôle. Et j'en profite, si jamais parmi vous, il y en a qui ont envie de venir à un autre événement qui s'appelle le Don des Dragons, qui aura lieu le 2 et 3 décembre à Strasbourg. Une occasion de venir à Strasbourg et au marché de Noël, n'hésitez pas à me le dire s'il y en a qui ont envie de venir. Moi, je remercie les personnes qui nous ont regardés, qui ont posé plein de questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous le dire sur Discord si vous avez des idées de sujets pour les prochaines fois. Et je vous souhaite un bon dimanche et donc on se retrouve pour une prochaine. Et bonne partie pour Tindalos, la bonne semaine de partie. Merci. Oui. Salut tout le monde. Là, il va y avoir